Eh ben, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui est une rediffusion et émission spéciale pour la fête de la science. Une émission qui est proposée donc par Écosciences Pays de la Loire. Écosciences Pays de la Loire, c'est une plateforme qui est régionale et qui permet de valoriser toute l'actualité de la culture scientifique sur le territoire des Pays de la Loire. Et c'est un projet qui est soutenu par la région. Et donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une émission spéciale Fête de la Science dans la thématique Océan de Savoir. Et je suis donc bien évidemment en direct du campus Mer-Océan à l'Ifremer et accompagnée de 3 intervenants de l'Ifremer, 3 chercheurs de l'Ifremer avec qui nous allons parler aujourd'hui de la thématique préserver la santé de nos océans. Donc, je vais les présenter un à un. Donc nous avons donc, autour de cette table ronde Anthony Bertucci, qui est chercheur en biologie moléculaire et en écotoxicologie et qui étudie notamment le microbiome. Bonjour Anthony. Nous avons Yann Amino, qui est chercheur en biogéochimie et écotoxicologie, donc spécialiste des PFAS. Et enfin Aurèle Maufray, qui est chercheuse en écotoxicologie sur la question de devenir et effet des contaminants dans l'écosystème marin. Donc aujourd'hui, on va parler pollution. Je ne sais pas si vous avez... J'imagine que vous avez bien compris le sujet. Et donc, dans cette émission, on s'intéressera au concept notamment de la santé des océans et du concept de One Health. Donc, on va essayer un petit peu de vous expliquer ce que c'est aussi autour de cette table. Et on verra ensemble comment la pollution donc, impacte l'environnement marin et quelles sont les solutions, comment on l'étudie et quelles sont les solutions qui sont envisageables pour justement limiter comme on peut cette pollution. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et merci beaucoup d'avoir été aussi patient. Donc peut-être on va commencer en introduction donc avec le concept de One Health. Je ne vais pas le définir moi-même, je vais vous laisser le définir peut-être chacun à votre manière, vous compléter si vous le souhaitez. Donc si vous pouviez peut-être nous dire pour vous c'est quoi le concept d'une seule santé. Qui c'est qui commence? Alors bonjour à tous. Donc pour définir le One Health, donc en français c'est donc la santé unique. En fait, c'est de considérer l'interface entre la santé des écosystèmes, des animaux, des plantes et la santé humaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier l'un sans l'autre et il faut étudier les liens entre la santé des écosystèmes, la santé des animaux et des plantes et la santé humaine si on veut comprendre les mécanismes et les conséquences sur notre santé et le fonctionnement des écosystèmes. Donc c'est un concept qui est apparu au milieu des années 2000 et qui permet un peu d'unifier et de donner un cadre à nos recherches en toxicologie en particulier. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça vous convient? Vous voulez compléter cette définition ou vous peut-être rajouter d'autres choses? Je veux bien poursuivre avec une petite illustration à laquelle on ne pense pas nécessairement, mais on peut étirer finalement la santé unique à une sorte de continuum. Les humains, nous allons produire des polluants, des molécules qui deviennent des polluants dans l'environnement. Ces polluants, ils vont descendre le long de nos fleuves, de nos rivières, ils vont affecter des organismes. Ces organismes peuvent les accumuler, un poisson peut les accumuler, et le poisson, il va être consommé par l'homme derrière. Et donc en fait, l'homme qui est à l'origine de la pollution reconsomme finalement ce qu'il a émis dans l'environnement dans le cas d'un poisson consommé. Donc en fait, il faut absolument considérer l'environnement dans sa globalité, et l'homme est qu'un élément de cet environnement. Ça, c'est peut-être ma version de la santé unique. Ouais. Ouais, je ne sais pas s'il y a beaucoup à compléter. Après, si on prend vraiment un pas, c'est de considérer que tout est unique, tout est lié en fait, que tous les processus, tout ce qu'on peut faire est lié, entraîne des conséquences qu'on ne voit pas forcément et qui peuvent nous revenir aussi. Et du coup, dans cette continuité-là, comment c'est envisagé ce concept-là à l'Ifremer dans votre travail au quotidien? Comment est-ce que vous l'interprétez et comment est-ce que vous l'appliquez?
Alors, par exemple, moi, je suis sur l'écotoxicologie, c'est l'effet des contaminants sur les organismes marins. Alors, du coup, je vais être sur un petit peu ce que disait Yann hein, sur l'humain, l'ensemble des hommes. On va avoir des activités qui vont polluer l'environnement, qui vont avoir des effets sur l'environnement, enfin, qui vont polluer, ouais, et qui vont avoir des effets sur les organismes marins. Alors, ça peut être des effets à différents niveaux, ça peut être des effets qui peuvent être réparés par l'organisme, il va s'adapter, il va essayer de vivre avec cette pression qu'on lui met, ou alors ça va être des effets qui vont avoir endommager sa possible reproduction, il peut avoir des maladies, sa vie vraiment. Et du coup, ça va modifier la diversité, qui va modifier notre capacité à aussi vivre dans cet environnement si la diversité est changée. Je vais peut-être faire le parallèle avec la notion d'exposome, parce que quand on a un peu, pour ma part, vu entrer dans notre recherche le concept de santé unique, on a essayé de réfléchir de façon globale sur l'ensemble des contaminants qui pouvaient affecter et être accumulés dans un organisme, mettons un poisson. Et le concept d'exposome, tel qu'il a été introduit, on pensait d'abord à l'humain, c'était pour la santé humaine. Alors, après, il a été décliné au sens d'éco-exposome. Alors, c'est dangereux de lui mettre des petits préfixes parce qu'au final, il n'y a qu'un unique exposome qui est la somme des expositions qu'un individu a pu avoir au cours de sa vie. Et moi qui suis plutôt chimiste et qui vais identifier des molécules dans l'environnement, on a utilisé l'exposome comme un cadre dans lequel une nouvelle technique analytique est apparue. C'est une technique d'analyse dite non ciblée. On va pouvoir voir non pas quelques molécules qu'on avait envie de rechercher, mais pas toutes les molécules, ce serait un gros mot, mais tout ce qu'on est capable de voir, en tout cas dans un échantillon. Donc on arrive à relier, à dézoomer un petit peu de notre échantillon et de quelques molécules pour essayer d'avoir une vision plus globale de diversité de molécules dans un poisson, dans une crevette, évidemment dans l'humain, ce serait pareil, c'est pas nos recherches, mais voilà, donc à mon sens, c'est embrasser plus largement la diversité moléculaire, la diversité des polluants qui peuvent être dans nos océans. Oui, alors personnellement, dans mes recherches, comment moi j'utilise le concept de One Health, de santé unique. Donc je suis moins chimiste que Yann. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment les effets sur la vie des organismes aquatiques que vont avoir les polluants que va pouvoir doser Yann dans le milieu. Donc c'est de voir comment ces polluants vont affecter la santé des organismes aquatiques. Par exemple, les huîtres qui vont être consommées par l'homme. Est-ce que la présence de polluants va favoriser la croissance de pathogènes dans ces huîtres? Est-ce que ça va impacter notre consommation? La conchyliculture, est-ce que ça va fermer des conchylicultures à cause de perturbations qu'on va avoir causées? Donc il y a le concept de One Health, c'est vraiment je regarde la santé des organismes marins et voir quelles conséquences ces perturbations vont avoir sur les activités humaines et la santé humaine. Donc ça permet aussi de justifier certaines de nos recherches en disant ce qu'on fait nous sur le milieu marin, ça n'a pas que des implications pour le milieu marin, ça a aussi des implications pour la maintenance, le maintien des activités humaines et de l'économie derrière. Et est-ce que justement le fait d'avoir ce concept-là et de l'intégrer du coup dans les recherches à l'Ifremer, ça vous amène à faire des liens entre les différentes, avec d'autres sciences et avec d'autres chercheurs? Comment ça se traduit ça aussi finalement? Finalement on parle d'un cycle, on parle que tout est interdépendant. Est-ce que du coup ça pose aussi cette question, est-ce que les sciences sont aussi interdépendantes dans ce concept-là? Alors, la recherche, par définition, c'est déjà hautement pluridisciplinaire et si on veut faire de la bonne recherche, il faut aller chercher les compétences qu'on n'a pas. Je pense qu'on a un bon exemple là sur le plateau parce que du coup, avant de caractériser les pollutions, de caractériser l'exposome
c'est-à-dire l'intégralité des polluants qu'on a dans le milieu. Donc ça va être plutôt le travail des chimistes. Derrière, moi, je vais plutôt être du côté biologie. Et après, une fois qu'on connaît les impacts sur la biologie, on peut aller discuter avec des décideurs locaux, nationaux, internationaux pour mettre en place des normes qui vont se baser sur notre travail. Donc on a de la chimie, de la biologie, après des sciences humaines, des sciences sociales qui peuvent venir dessus. Donc en fait, ce One Health, ça donne un peu un cadre où justement on justifie le besoin de pluridisciplinarité dans nos recherches. Et est-ce que ça a aussi un intérêt, notamment, je lis ça aussi parce que là on est face à du grand public, de parler de ce concept-là auprès du grand public, et quel est l'intérêt justement de démocratiser ce concept-là auprès du grand public à terme? Alors avant de passer la parole, mais c'est vraiment ce que disait Yann, c'est vraiment de comprendre que ce que l'on fait va avoir d'abord des conséquences sur la santé et le fonctionnement des écosystèmes, et après ça va nous revenir en effet boomerang avec un facteur multiplié en termes de conséquences. C'est-à-dire qu'on va, à notre échelle, avoir un très petit impact, multiplié par plusieurs millions, voire milliards d'humains, qui vont produire un effet beaucoup plus impactant derrière. Donc ça nous permet justement de justifier nos recherches et d'aller diffuser nos connaissances en essayant de changer certains comportements, que ce soit par le biais personnel, culturel ou législatif au final. Peut-être un des aspects, mais c'est plutôt toi, Aurel, qui est l'expert, c'est sur les évaluations intégrées. C'est qu'avant qu'on embrasse ce concept de santé unique, on allait peut-être rester en silo, c'est-à-dire qu'une personne allait rechercher une famille de contaminants, un autre groupe avait un centre d'intérêt sur une autre famille de contaminants, et encore un autre groupe allait avoir un intérêt sur les effets que peuvent induire tel ou tel contaminant en individuel. Mais on essaye, et peut-être te laisser développer là-dessus, mais on essaye d'avoir des évaluations intégrées. Et si je prends un exemple sur une famille de contaminants que je connais bien, mais je crois qu'on va y revenir plus tard, oui, les PFAS, mais finalement, dans ce monde, on essaye et on interagit avec des chercheurs sur les aspects de source, de pourquoi ces molécules sont introduites dans des produits au départ, des personnes qui vont s'intéresser aux eaux souterraines, aux eaux de stations d'épuration, et on est obligé d'interagir avec ces gens-là si on veut comprendre l'intégralité du problème, parce qu'il n'est pas confiné aux océans, et c'est pas uniquement le foie de dauphin du golfe de Gascogne qui est contaminé en PFAS, mais ici il est là, c'est qu'il a été fabriqué d'abord dans une industrie, ou plusieurs, il a été transporté, potentiellement transformé, on ne va pas dire dégradé parce qu'ils ne sont pas dégradables, mais transformé, et il va atteindre ainsi les organismes marins. Donc on est obligé d'interagir avec les différents interlocuteurs de ce continuum que j'évoquais au tout début. Du coup, sur ce qu'on appelle les évaluations intégrées, c'est en fait des évaluations de la qualité du milieu qui intègrent plein de paramètres, plein de thématiques, enfin plusieurs thématiques et plusieurs personnes qui viennent avec une connaissance particulière. On essaye d'intégrer tout ça, d'intégrer la contamination, ses effets, et de voir au final qu'est-ce qu'on connaît de la qualité du milieu marin. Est-ce que les organismes dans le milieu marin sont en bonne santé ou pas? C'est ça. Enfin, là, ce dont nous, on est pas mal, là où on est pas mal impliqué, c'est là-dessus. Et ça, c'est pas évident. Enfin, il y a vraiment des challenges aussi à intégrer différentes thématiques. Ça, c'est un objectif, le côté pour moi, ce que je vois, mais vous verrez, mais c'est que le One Health, c'est un objectif lointain. J'ai l'impression qu'on est... la science, aujourd'hui, elle est de plus en plus interdisciplinaire, mais qu'avant de faire le tour du One Health, on n'y est pas. Mais c'est l'objectif, c'est d'essayer de voir toutes les connexions entre toutes les composantes de l'environnement, des composantes qui sont de l'eau, du sédiment, des organismes, l'humain, et de faire ce lien-là, d'intégrer ces liens-là. Et donc c'est l'objectif, on ne l'a pas atteint, mais c'est vers là que la science va, et c'est vers là qu'on a tous un peu un intérêt en fait de faire ces connexions, d'être de plus en plus connectés aussi, comme tu dis, avec les personnes, enfin de comprendre la source, de comprendre tout le chemin du contaminant jusqu'à ses effets.
Je pense que voilà, nous, le One Health, on le comprend comme ça, mais on ne fait pas, enfin moi, à mon niveau, je ne fais pas l'ensemble du One Health. Non, j'ai comme l'impression dans ce que vous racontez, de toute façon, c'est interdépendant en tant que concept, mais c'est aussi interdépendant en tant que... pour vous, dans votre travail, en fait, vous pouvez pas... de toute façon, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe en haut de l'échelle et de ce qui va découler. En fait, vous êtes là pour, j'imagine, analyser, étudier... parfois peut-être aussi proposer des solutions, mais en tout cas, vous n'êtes pas responsable de la situation. Enfin, j'espère. Voilà. Comme tout le monde. mais tout le monde l'est, en fait. Mais à vous, à titre individuel, en tant que chercheur, ce n'est pas votre responsabilité. Non. Votre travail, c'est de nous éclairer sur ces sujets-là et permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne. Alors, je pense que dans le One Health, il n'y a pas une histoire de qui est responsable, enfin de qui est responsable. On n'est pas sur un truc législatif. On essaye de comprendre comment ça se passe, mais le projet, c'est pas de blâmer. Non, je sais pas. Ouais. Je ne blâme personne. Pardon, excusez-moi. Mais on est vraiment sur comprendre les process. Je blâme personne. C'est que c'est un concept qui est né dans le milieu vétérinaire, si je ne dis pas de bêtises. Et qui est encore utilisé aujourd'hui, et qui est encore un concept bien présent dans le milieu vétérinaire. On peut citer par exemple l'école vétérinaire Oniris, qui est pas très loin d'ici, qui travaille sur ces concepts-là. Et j'ai l'impression que ça me paraît quand même un concept essentiel dans le travail de recherche, et surtout quand ça touche à la santé de l'environnement en général, santé globale, voilà. Et j'essaie de faire le lien. Je sais que Anthony travaille notamment sur la question du microbiome. Est-ce que qui vient aussi un peu... on parle de... Je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà entendu parler du microbiote en tant qu'être humain, votre microbiote, vos virus, bactéries, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le microbiome, c'est aussi un concept qui est un peu similaire, mais qui se prête plutôt à l'environnement. Oui, pour revenir au lien avec le One Health, le fait que... avec la destruction des habitats, le développement des sociétés humaines et la prise de territoire, on va dire, on est de plus en plus en contact avec un monde bactérien qui est la source de nombreux pathogènes. L'exemple le plus récent, c'est le Covid. C'est qu'on on se rapproche de sources animales de pathogènes. Et donc le microbiome, c'est un bon exemple pour le One Health. C'est comment les bactéries de l'environnement vont affecter nos bactéries symbiotiques avec lesquelles on interagit, et comment l'homme peut être sensible à ces nouvelles bactéries potentiellement pathogènes. Alors on prend l'homme, mais on a aussi tout ce qui est grippe aviaire, fièvre catarrhale, toutes les épizooties qui sont actuellement en développement. C'est qu'on a quand même un monde bactérien qui avant était isolé, avec des sources, des animaux qui n'étaient pas en contact avec l'humain. Et donc là, on a entre la prise d'habitat, les trafics internationaux, les échanges commerciaux, on a de plus en plus d'exposition à des nouvelles sources de bactéries et potentiellement pathogènes. Donc. Et du coup, en quoi ça nous permet aussi de comprendre l'évolution du climat et du coup, fait le lien aussi avec notre santé humaine? Est-ce que ça permet d'une certaine manière? Donc, toujours sur le microbiome? Oui, toujours sur le microbiome, oui. Le climat, alors surtout si on reste dans le milieu marin, oui, un des paramètres évidemment qui va changer le monde bactérien microbiologique. Alors je dis bactérien, mais c'est vraiment microscopique, donc on va aussi avoir des microalgues photosynthétiques. Le paramètre qui peut changer tout ça, le premier paramètre, c'est vraiment la température. On a, évidemment, on sait tous que passé une certaine température, les bactéries vont mieux se développer plus rapidement. Des bactéries qui étaient en dormance vont s'activer au-dessus d'une certaine température. Si on prend par exemple l'exemple de l'herpès virus qui infecte les huîtres au printemps, le virus est dans l'environnement, mais il ne devient pathogène que quand l'eau passe au-dessus de 16-17 degrés. Donc si on a, avec le réchauffement climatique,
cette température qui arrive beaucoup plus tôt dans le printemps et qui dure beaucoup plus tard après à l'automne, eh bien, on va avoir une plage d'exposition beaucoup plus longue et des épizooties qui vont venir toucher plus souvent les cultures d'huîtres. Et puis après, pour ce qui est... donc là, c'est l'impact du climat. Et pour aller dans l'autre sens, hein, l'impact du microbiome marin sur le climat, c'est que ces changements climatiques ils vont pouvoir avoir des impacts sur les populations de micro-algues marines, le phytoplancton. Et donc là, on va changer la production d'oxygène, l'oxygénation de l'environnement, le cycle du carbone, et on va appauvrir l'environnement parce qu'on a changé le monde microscopique au niveau du phytoplancton. Donc on a un peu une boucle qui va dans les deux sens. On a les changements climatiques qui vont changer le monde microscopique. Et dans l'autre sens, si on change ce monde microscopique, on va avoir des changements, on va avoir moins de photosynthèse, moins d'oxygénation, etc. Non, c'est bon. Non, oui, Ah. Alors, le changement climatique, c'est pas évident. Alors, la difficulté que je vois à faire le lien avec le changement climatique, c'est qu'on n'est pas sur la même temporalité. Et ça, c'est techniquement parlant, en termes d'analyse de données, c'est pas évident. C'est pas impossible, mais c'est vraiment pas évident. Par contre, il y a quand même des schémas conceptuels qui commencent, mais conceptuels. On n'est pas sur des choses qui sont prouvées, mais qui montrent qui proposent de voir que l'augmentation de la température pourrait modifier ce qu'on appelle la spéciation des contaminants, notamment par exemple le mercure. Le mercure pourrait se retrouver plus facilement sous sa forme toxique si on augmente la température. Il pourrait se retrouver plus disponible, donc potentiellement contaminer les chaînes trophiques. Mais encore une fois, on est sur un schéma temporel qui est très, on ne l'observe pas encore, quoi. Oui, ce que je comprends bien, c'est que là, quand on parle de changement climatique, on parle notamment, par exemple, de ce que vous avez dit, de réchauffement des océans, mais pas forcément la pollution fait partie de la situation où l'environnement est en train de se détériorer, si on peut dire ça. Mais ce n'est pas forcément le changement climatique qui est responsable, c'est plutôt l'impact de l'activité humaine sur les océans. J'essaye de faire le lien, parce que de ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu voir, en fait, l'océan, le milieu marin, c'est l'ultime réceptacle en fait, de toutes les pollutions. Donc, en fait, il y a une espèce de mélange entre la pollution, le changement climatique, les changements des environnements, la destruction des environnements. Enfin, il y a tout un mélange de plein de paramètres différents qui ont des conséquences et du coup qui s'intègrent dans ce One Health d'améliorer tout ça pour que ça fasse un cycle parfait, on va dire ça comme ça. Vous avez des choses à rajouter? Non, très bien. Et du coup, on peut peut-être justement glisser vers cette question de la pollution et donc cette question de réceptacle. Je vais peut-être demander à Marie-Gie de projeter, si elle peut, notre petit iceberg des pollutions. Normalement, tu devrais le trouver sur la scène de celui-là. Il faut juste que tu ouvres le petit œil. Sinon, j'arrive, je viens t'aider. Tu sais, comme d'habitude, tu as fait apparaître le... J'arrive. Je viens de sauver. C'est dans ça. Allez, c'est bon, ok. On voit pas... Ah, ouais, bon. On devine. Après, il faudrait que tu le déplaces, du coup. C'est en anglais, mais c'est pas... On va traduire. Oui. Non, mais c'est bon, là, je pense que... Vous voyez, quand même? Vous comprenez? Donc là, l'idée, c'était de partir de cet iceberg-là qui permet un peu mieux comprendre la pollution marine. Donc ce qu'on voit, principe de l'iceberg, ce qu'on voit, donc les macroplastiques, et progressivement ce qui se dégrade et ce qu'on ne voit pas, le microscopique, l'invisible. Et on va jusque... Alors je vais vous laisser traduire parce que c'est un peu plus... Vous avez peut-être plus les mots que moi. On aime bien cette représentation d'iceberg parce qu'il y a la partie émergée, visible, et la partie immergée qu'on ne voit pas. Et on a vite tendance à penser que la pollution, c'est uniquement des macro-déchets. On se balade à la plage, on voit des déchets sur le bord de mer.
Des fois, on voit aussi des petits morceaux, des fragments de plastique qui sont amenés avec la marée. Et ça, on les voit. C'est le haut de l'iceberg. Peut-être à la surface, l'été venant, on pense aux crèmes solaires parce que on se les met sur le corps et on sait ou on a entendu dire qu'il y avait un effet peut-être des crèmes solaires sur les organismes. Voilà. Et souvent, ce qui est plus en dessous, on n'y pense pas. Et en fait, on va avoir beaucoup de composés chimiques, des molécules, c'est-à-dire des entités très petites, évidemment invisibles. Et ces molécules-là, elles vont constituer un risque pour l'environnement. Alors on va y retrouver des produits, des hydrocarbures dérivés de marée noire ou de rejets directs de pétrole. On peut y penser parce que bon, dans la région en particulier, les plus jeunes non, mais les plus anciens auront vécu l'Erika. Des produits chimiques, donc il y a une grande diversité. Le petit numéro 4, on pourrait le détailler à l'infini et lister des centaines de milliers, probablement des millions de molécules individuelles, des médicaments, des pesticides, des produits industriels qu'on va retrouver au quotidien. Enfin non, industriels, ils ne vont pas être au quotidien, et on va les retrouver dans des applications industrielles, des détergents, des parfums qu'on utilise à la maison, etc. En bas de l'iceberg, pas notre spécialité ici, mais on a des collègues à Brest qui s'y intéressent, c'est les nutriments, c'est-à-dire on pense à l'agriculture et aux engrais. L'excès d'engrais apporté à un milieu récepteur, un estuaire, une baie, va entraîner la prolifération d'algues et une eutrophisation, les algues vertes et tous les problèmes qu'on y connaît. Sur la partie droite, j'ai évoqué les pesticides, mais ils ont été séparés sur ce schéma-là, puisque les pesticides sont appliqués directement sur des cultures, sont lessivés par les pluies et finissent dans le milieu marin, comme le reste. Et le mercure c'est un des métaux, il y en a plusieurs, c'est le chimiste russe Mendeleïev qui les a bien rangés dans une classification. Le mercure, c'est probablement le métal le plus toxique et quand même un des plus abondants dans nos océans. Une fois qu'il est accumulé, il reste dans les tissus. Donc un poisson qui l'accumule va l'avoir toute sa vie. Voilà, il est toxique. Et il est notamment utilisé pour la fabrication de vêtements dans certains pays, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, le mercure. On en retrouve dans des restes. De textile, on n'a pas de spécialiste de chimie, plus des métaux, plus que moi. Mais du textile de mauvaise qualité, je précise quand même. Bon, il est bioaccumulable et bioamplifiable aussi, c'est-à-dire qu'on entend parler du thon comme étant un hyperconcentrateur. Donc c'est le thon qui est en haut des réseaux trophiques, en haut de la chaîne alimentaire marine, va avoir des niveaux en mercure plus élevés qu'une crevette ou du phytoplancton. Et donc vos spécialités, c'est plutôt sur les produits chimiques, si voilà. Nous tous, à l'exception du microbiome, mais malgré tout, tu t'intéresses aussi aux contaminants chimiques. Les contaminants chimiques, qu'on les détecte ou qu'on examine leur effet, on va plutôt se trouver dans ce petit volet numéro 4. Numéro 2, les marées noires, c'est aussi des hydrocarbures qu'on est susceptible d'analyser, mais finalement, c'est pas la majeure partie de notre travail. Donc, ces produits chimiques incorporés à... tenez, ici, il y en a. Il y a probablement des retardateurs de flamme qui empêchent que si je m'endors avec ma cigarette, bon, je fume pas, mais si je m'endormais avec ma cigarette sur le fauteuil, il ne prendrait pas feu. Parce que la mousse qui le compose contient un inifugent, une molécule qui empêche les flammes, ou ralentit en tout cas le démarrage des flammes. Sur la surface, mais on en reparlera certainement, il y a d'autres molécules qui qui empêchent que les taches s'imprègnent dans le tissu. Voilà, deux micro-exemples qui nous entourent, mais on pourrait regarder autour de nous et lister des polluants. Il y en a, c'est ceux qu'on a dans nos vies de tous les jours, et ils vont finir dans l'environnement. Donc oui, c'était une de mes questions, d'où ils provenaient finalement tous ces polluants. En fait, on les a tout autour de nous. Donc en fait, finalement, même si on se dit comment ils finissent dans l'océan, parce que par exemple, si on parle des inifugents sur autre chose, comment ça se fait que ça arrive dans l'océan? Comment est-ce qu'on a... Enfin voilà, quel est le chemin finalement qu'ils parcourent parce que j'imagine pas les gens jeter des fauteuils dans la mer. Enfin, peut-être que si, peut-être que je me trompe. Mais voilà, c'est polluant. Et puis, enfin, voilà, c'était ma petite question aussi. Ouais, alors il faut aussi penser que dans le cas de polluants persistants,
s'ils ont été émis il y a 50 ans, ils sont probablement toujours dans le milieu. Et maintenant, on s'est bien amélioré sur la collecte des déchets, le traitement des déchets. Et finalement, c'est une situation de l'Europe de l'Ouest, peut-être d'Amérique du Nord et encore. Mais il y a de nombreux pays qui ont des systèmes de collecte des déchets bien moins performants. Donc il faut imaginer que notre canapé, en fin de vie, nous, il va finir probablement dans une déchetterie. On espère qu'il va être recyclé, mais il va peut-être finir enfoui dans un centre d'enfouissement. Il va pleuvoir sur le centre d'enfouissement. S'il a été bien conçu, les eaux de ruissellement sont collectées et traitées. S'il a été mal conçu, qu'il est ancien ou qu'il est dans un pays qui n'a peut-être pas les mêmes réglementations que les nôtres, l'eau qui a ruisselé sur le canapé enfoui va finir dans un petit cours d'eau qui va alimenter un plus gros cours d'eau qui va finir à la mer. Ça, c'est une des sources via les déchetteries et les déchets. Les eaux usées sont une grande source également. Alors, par exemple, on parlait des crèmes solaires. À la plage, on s'en met sur le corps, on se baigne, il y a un lessivage directement du corps vers l'eau. Mais on rentre après chez nous et on prend une douche parce qu'à la plage, voilà, c'est collant, il y a du sable, on se douche. Et les filtres UV, les molécules actives qui absorbent les rayonnements solaires de la crème solaire, sont lessivés dans les eaux et vont à la station d'épuration. La station d'épuration, elle est faite pour retirer les particules et les nutriments. Pas les nutriments, j'entends les phosphates, les nitrates, ces petites molécules qui sont nourrissantes pour des bactéries. Ils ne sont pas faites, des stations d'épuration, pour retirer les molécules comme des crèmes solaires, comme des ignifugents, parce que c'est des molécules relativement stables, et donc ils sont émis dans l'environnement. Ça, c'est une des voies. Les épandages directement dans le cas des pesticides. On a le ruissellement, il va pleuvoir sur la route. La route, on va avoir des particules de pneus, on va avoir des petites suies qui proviennent des gaz d'échappement. Et ça, c'est rempli de produits chimiques. Alors, une autre famille de produits chimiques, on les appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Mais voilà, le ruissellement va lessiver les routes et envoyer tout ça vers un milieu récepteur, un estuaire, une baie. Et vous, à l'Ifremer, du coup, votre travail, c'est notamment d'analyser, d'étudier, de caractériser tout ça. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de déterminer à peu près quelle est l'étendue de cette pollution dans ces milieux-là? Ou c'est impossible? Alors déjà, une fois que notre contaminant arrive dans le milieu, on a besoin de comprendre où il va aller. Un contaminant qu'on va appeler hydrophile, il est bien dans l'eau, il ne va pas forcément s'absorber au sédiment ou être accumulé par un organisme. À l'opposé du spectre, on a des contaminants hydrophobes qui ont certainement plus tendance à s'accumuler dans le sédiment et certainement à être accumulés par des organismes. Donc déjà, on a besoin de comprendre le comportement dans l'environnement avant de savoir jusqu'où ça peut aller. Ensuite, on a d'autres familles de molécules qui, elles, ont une forte affinité pour les organismes, du plancton, la crevette qui s'en alimente, le poisson, le bar qui mange la crevette qui a mangé le plancton. Et là, on va aussi avoir un transfert des polluants de cette façon-là. Ensuite, j'ai en tête des projets où on mène peut-être en baie de Seine ou dans l'estuaire de la Loire. Mais on essaie d'aller plus loin pour savoir si la contamination de l'environnement est globale. On s'en doute, on le sait. On travaille par exemple avec je parlais des thons tout à l'heure, donc des prédateurs supérieurs. C'est un petit peu des sentinelles de l'océan parce qu'ils vont accumuler les contaminants les plus bioaccumulables. Et on va les chercher dans des endroits distants. Donc dans l'océan Pacifique, au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la Nouvelle-Calédonie. On va les chercher dans la mer des Caraïbes, dans l'océan Indien. Des zones qui ont peu d'activité industrielle, peu d'impact direct d'activité humaine. Et on va regarder si dans leur tissu, on retrouve des polluants. Et on les retrouve. On les retrouve parce que il y a une santé unique, mais il y a un monde unique. Et ce globe, il est traversé de courants marins, de courants atmosphériques aussi, qui contribuent à transporter sur de longues distances ces molécules persistantes. Et donc finalement, les concentrations sont probablement plus élevées à proximité des lieux d'émission, Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, la Chine maintenant, qui est un énorme producteur de produits chimiques mondial. Donc à proximité des sources, les concentrations sont plus élevées, mais pour autant, partout sur le globe, on retrouve cette contamination.
Ah, peut-être tu peux compléter avec l'étude qui avait été faite sur le profond. Et... Qui veut compléter? Ouais, vas-y, bah, c'était Catherine, t'avais peut-être... Ouais. Vous répartissez la parole. Donc juste pour ajouter, effectivement, là je pensais sur la surface du globe, mais finalement aussi en profondeur. Donc il y a des travaux que nous avons menés dans notre équipe dans le golfe du Gascogne, en profondeur. Donc on va remonter par chalutage profond des espèces qui sont migratrices. Dans la même journée, elles vont s'alimenter en surface et ensuite replonger et vivre au fond. Et donc on a échantillonné ces espèces et on allait regarder la contamination qu'elles contenaient et on a vu des niveaux de contamination qui étaient de façon assez surprenante, assez élevés, qui indiquent que les milieux profonds sont aussi touchés. Et ensuite des travaux qui n'ont pas été menés dans notre équipe mais qui sont connus dans la littérature. Donc le point le plus profond sur Terre, c'est la fosse des Mariannes. Et il y a des robots, il y en a peu dans le monde, mais quelques robots peuvent y descendre et prennent des photos de déchets plastiques, remontent du sédiment ou des petits organismes qui vivent au fond. Et il y a eu des analyses de fait et on retrouve à nouveau des polluants. Les noms peut-être vous diront quelque chose, des PCB, des retardateurs de flammes. Voilà, ce type de molécules est retrouvé aussi au plus profond de nos océans. Non, justement, j'allais parler de ça. Justement, qu'on commence à retrouver des microplastiques, des polluants vraiment très éloignés des sources, donc des usines. Donc j'allais mentionner donc, ouais, le fond des océans, les fosses marines et aussi les milieux polaires. On commence à retrouver des polluants dans les milieux polaires par transport atmosphérique ou par les courants marins, donc vraiment très éloignés des sources. Et évidemment, il y aura une plus grande concentration près des sources, mais il faut aussi aller regarder plus loin pour considérer voilà, le comportement des polluants et leur transfert dans l'environnement. L'aspect des sources, parce que du coup on a parlé des sources terrestres, mais il y a des sources marines qui sont liées au transport maritime, aux croisiéristes, et il y a une nouvelle technique actuellement depuis quelques années, qui se met en place parce que donc tout ce transport maritime est polluant. La pollution jusqu'à il y a quelques années, elle s'envoyait dans l'atmosphère. Il y a un niveau de soufre qui était trop élevé. Donc, en fait, il y a une réglementation qui a été mise en place pour limiter le soufre qui était émis par le transport maritime. Et la technologie a fait en sorte qu'on ait ce qu'on appelle des scrubbers, un moteur qui va prendre cette pollution qu'on envoyait dans des fumées, qui va la mettre dans l'eau et qui va la mettre dans le milieu marin. Ça s'appelle un transfert de pollution. Alors là, on ne dit pas on va blâmer personne, mais là, clairement, nous, on ne comprend pas comment ça peut se mettre en place. Du coup, là, on a un transfert direct d'une pollution dans le milieu marin. Elle ne passe pas par le continental. Et du coup, dans la compréhension de ce qu'on retrouve dans le milieu marin, du coup, il faut assommer ce qui vient du terrestre et ce qui vient directement du milieu marin. Et c'est souvent pas les mêmes types de substances, en fait, non plus. De ce que je comprends par rapport au fait que vous ayez retrouvé de la pollution dans les eaux profondes, c'est que potentiellement c'est de la pollution qui date quand même d'il y a longtemps, qui progressivement est arrivée là. Donc en fait, je vous en viens donc à parler du coup notamment de... En fait, cette pollution elle reste très très longtemps, on le sait, le plastique met quand même longtemps à se décomposer, etc. Et du coup, c'est peut-être pas de faire le lien avec justement les polluants éternels. Qu'est-ce que c'est et d'où ça vient et pourquoi est-ce que c'est considéré comme éternel? Parce qu'on dit que le plastique met du temps à se décomposer, on dit que les pollutions mettent du temps à disparaître, mais à partir de quand on considère que c'est éternel? C'est un sujet d'actualité aussi, parce qu'on en parle pas mal en ce moment, je crois. Ouais, allez, on ouvre la boîte de Pandore des polluants éternels. Alors c'est une dénomination qu'on n'aime pas trop en fait dans le milieu de polluants éternels, parce que là on fait appel à la notion de persistance. Donc s'il est éternel, c'est qu'il est persistant, il n'est pas dégradable. S'il n'est pas dégradable, c'est un problème pour l'environnement, puisque les concentrations ne peuvent que monter tant qu'il y a des rejets. Pourquoi on l'aime pas trop? C'est qu'il y a des molécules
Quand on mentionne les polluants éternels, actuellement, on pense aux PFAS, PFAS ou PFAS, ces molécules que je vais détailler un tout petit peu plus tard. Mais il y a d'autres molécules persistantes qui ont été émises pour certaines depuis presque un siècle. Je pense au PCB. Ces molécules sont également persistantes. On pourrait les appeler des polluants éternels. Et dans la notion de polluants éternels, on a aussi l'impression que c'est durée infinie, alors que nous, les chimistes, on aime bien mettre peut-être un temps de demi-vie ou une durée, même si elle est de 2 millions d'années, on préfère l'appeler, la qualifier d'un temps donné que d'une notion d'éternité. Mais ceci étant dit, ça a l'avantage de faire comprendre assez facilement que la persistance, c'est un problème. Un polluant éternel, on n'a pas trop envie de l'avoir. Et donc ces fameux PFAS, ce qu'on appelle polluants éternels plus fréquemment, c'est des molécules qui ont pour particularité de contenir des liaisons carbone-fluor. Alors les molécules qui nous entourent sont très souvent constituées de carbone et d'hydrogène, un peu d'oxygène. C'est les briques élémentaires pour fabriquer des molécules. Et par chimie de synthèse, le fluor est introduit sur les atomes de carbone. Et ça, c'est un processus qui n'existe pas dans la nature. Et cette liaison, elle a la particularité d'être extrêmement stable. Elle résiste beaucoup aux attaques chimiques d'oxydation. Elle résiste à la température. Donc une fois qu'une molécule est formée avec des liaisons carbone-fluor, on a formé une structure très très stable. Comment elles ont été découvertes ? C'était en 1938, un chimiste américain qui travaillait sur les gaz réfrigérants. Les gaz réfrigérants, c'est par exemple ceux qu'on a dans notre frigo, ou qu'on avait dans notre frigo, parce que maintenant ils sont plus fluorés, mais avant ils l'étaient, dans les frigos, dans les climatiseurs. Et ils sont utilisés pour transporter la chaleur de l'intérieur du frigo vers l'extérieur, pour que le frigo reste froid. Et on utilisait ces gaz-là. Et pour fabriquer ces gaz-là, on part de tétrafluoroéthylène. Et le chimiste qui les a découverts, il va pour ouvrir un bidon des gaz de tétrafluoroéthylène, et au lieu de faire pchit, ça fait rien. Et donc il regarde ce qui se passe, et à l'intérieur de son bidon, au lieu d'avoir un gaz, il a des petites particules blanches qui ne collent à rien. Et il a fabriqué par erreur, enfin par hasard, du téflon. Le téflon, qui s'appelle aussi polytétrafluoroéthylène, en fait c'est le polymère, donc c'est la molécule, la grosse molécule fabriquée par assemblage de plein de petits morceaux de tétrafluoroéthylène, assemblés en collier de perles. Et voilà, 1938, les premiers PFAS ont été fabriqués. Et en moins de 10 ans, ils ont été commercialisés, et depuis, ils ont connu des applications énormes, parce qu'ils sont stables, et du coup, ça leur confère des propriétés intéressantes pour des applications industrielles, certains usages qui ont besoin de stabilité, de résistance à l'abrasion, aux conditions chimiques un peu dures, ou à la température. Ouais. Oui, exactement. J'imagine que Tefal va venir un peu de nom. Et oui, Tefal, téflon, ça résonne. Alors téflon, c'est un nom déposé, mais le PTFE, c'est le nom chimique du téflon. Et Tefal, oui, effectivement, incorpore du téflon sur ses poêles à frire. Ouais. Donc voilà, on en a tout autour de nous. C'est un peu, et donc il se retrouve, comme on a expliqué, il se retrouve dans le... Non, ok. Je vois bien que mon micro... Ça marche pas. Ah, là d'accord, je vais parler comme ça alors. Il ne faut pas que je parle comme ça. Pardon, excusez-nous, on essaie de double enregistrer. Donc oui, quand on entend parler, là régulièrement on a entendu parler, c'est notamment parce que c'est présent dans nos poêles, donc on nous dit de trouver des alternatives, sauf que bon, en fait, on a forcément envie de racheter toutes nos poêles. Et du coup, ça se retrouve dans nos eaux par tous les moyens qu'on a pu évoquer avec les eaux usées, ce genre de choses en fait. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Alors pour peut-être lister un peu les sources, donc ils ont comme propriété d'être très résistantes, on a vu. Ils ont aussi des propriétés d'être oléophobes, c'est-à-dire que ces molécules n'aiment pas les graisses, et hydrophobes en même temps. Donc ils n'aiment ni les graisses ni l'eau. Alors ces propriétés, elles sont super intéressantes pour des chimistes de synthèse. Et donc on va les intégrer dans des textiles. Pour éviter, si on renverse sa tasse de café sur le textile du canapé, on ne voudrait pas que le textile s'imprègne du café, donc il est traité en surface pour que le café perle et glisse et n'imprègne pas le tissu. De la même façon, l'imperméable pour la randonnée, il va être traité pour être déperlant, pour ne pas que l'eau s'imprègne dans le tissu, donc il est traité en surface avec ce type de composé.
donc on disait qu'il était utilisé dans les poêles en téflon. Alors c'est un très bon anti-adhésif parce que voilà, la graisse et l'eau ne s'y adhèrent pas. On l'utilise également, alors, ça a la propriété d'être un tensioactif, c'est-à-dire un peu comme le savon, il aime bien se mettre aux interfaces. Et donc, il va former des mousses très épaisses. Et un des gros usages de ces molécules-là, c'est les mousses extinctrices, les mousses anti-incendie. Donc, les pompiers, l'armée, dans les aéroports, partout où on va s'entraîner pour lutter contre des incendies. Et là où on lutte contre des incendies, on va pulvériser ce type de mousse très épaisse pour étouffer les incendies. Voilà, plusieurs usages assez importants par rapport aux émissions. Et du coup, tous ces polluants éternels et polluants, tous ceux qu'on a pu citer, quelles sont les conséquences sur les environnements marins? Qu'est-ce qu'on peut observer concrètement? Alors, je commence par l'imprégnation, puis après, sur les effets, je passe la balle à un de mes collègues. Ouais. La réponse. Ouais. Alors, l'imprégnation, ça veut dire, est-ce qu'on va les retrouver dans les organismes? Alors déjà, le prédateur supérieur, peut-être le plus en haut de la chaîne alimentaire, c'est l'homme, parce qu'on est un super prédateur. Et on parlait des PFAS. Il y a eu une enquête en 2019, enfin, des données qui sont antérieures, mais le rapport a été produit en 2019, de Santé publique France, qui analysait le sang de 1000 Français et qui regardait la présence de PFAS dans le sang de ces 1000 Français. Bon, les résultats, c'est 100% des échantillons, donc tout le monde avait plusieurs de ces molécules dans leur sang. Donc on n'y échappe pas. Et de la même façon, dans le milieu marin, nous, on suit par exemple pour la surveillance environnementale des moules et des huîtres sur nos côtes. Ça nous permet de savoir si des sites sont plus contaminés que d'autres et de suivre dans le temps si les concentrations décroissent ou croissent. Donc dans ces sites, on analyse également des PFAS et on trouve des PFAS. Donc les PFAS sont dans les organismes marins comme ils étaient dans l'homme. Et là, je parlais des moules, donc en bas de la chaîne alimentaire. Le dauphin, en haut de la chaîne alimentaire, je parlais des dauphins du golfe de Gascogne, on retrouve également dans leur foie, et depuis on a récupéré des échantillons du début des années 2000, tous les échantillons qu'on a eus au laboratoire présentent des concentrations élevées de PFAS. Donc les organismes marins y sont exposés et bioaccumulent ces contaminants. Est-ce que quand on parle d'espèces sentinelles, est-ce que particulièrement celles-ci qui permettent d'observer ou pas, qui accumulent ouais, alors une sentinelle, on a deux sentinelles, on va avoir une sentinelle... Juste les organismes sentinelles, on l'a évoqué tout à l'heure, peut-être oui. juste rappeler ce que c'est. On peut finalement avoir autant de sentinelles qu'on veut, mais finalement, à l'Ifremer, on aime bien travailler avec le bas des chaînes alimentaires et le haut des chaînes alimentaires, parce que ça nous permet d'illustrer deux phénomènes un petit peu opposés. En haut, on va avoir des molécules les plus bioaccumulables, les plus bioamplifiables, avec lesquelles on peut faire un parallèle avec l'homme. Je pense au thon, on travaille avec les dauphins en ce moment aussi. Et en bas de la chaîne alimentaire, on va avoir les moules. Les moules et les huîtres, c'est formidable parce qu'elles ne bougent pas. Et donc, on peut attribuer une concentration à un lieu précis. Le dauphin, c'est plus compliqué parce qu'il est assez baladeur. Et l'autre avantage de la moule, c'est qu'elle va filtrer énormément d'eau. Elle filtre 3 litres par heure et elle va extraire de ces 3 litres d'eau le phytoplancton et les petites particules alimentaires qu'on y trouve. Et en ce faisant, elle accumule les polluants, elle s'expose aux polluants qui sont contenus dans ces 3 litres d'eau. Donc c'est un bon accumulateur de contaminants. Je te passerai la parole et puis je ne vais pas tarder après. Mais du coup, c'est pour ça que je la prends là. Du coup, sur les effets, on a plusieurs types d'effets qu'on regarde. Donc des effets génotoxiques. Est-ce que ces polluants, ces contaminants, ils vont venir altérer la qualité de l'ADN qu'on a? Des effets reprotoxiques. Est-ce qu'ils vont altérer la reproduction? Des effets neurotoxiques, est-ce qu'ils vont altérer notre capacité à émettre un signal nerveux, à le comprendre, à réagir comme il faut? Un des grands effets aussi qu'on peut regarder, c'est la perturbation endocrine. Est-ce que ça va modifier le système hormonal des organismes?
Et on se rend compte qu'en fait, selon les contaminants, oui, ils calent une ou deux ou plusieurs de ces types d'effets. Et on les regarde dans des espèces sentinelles. Et les espèces sentinelles qui sont utilisées, c'est les bivalves, comme pour les contaminants, enfin pour l'instant, et les poissons. Et souvent, jusqu'à présent, on regarde chez les poissons plats parce qu'ils vivent proches du sédiment. Et donc, dans les contaminants dont on vient de parler, il y a une bonne partie des contaminants historiques qui étaient, ce que tu disais, hydrophobes. Ils n'aiment pas être dans l'eau. Donc, en fait, ils vont vers tout ce qui n'est pas eau. Et ben, du coup, ils vont pouvoir aller sur le sédiment. Donc, ça peut être, le sédiment est un réservoir de ce type de contaminants hydrophobes qui ont été produits beaucoup et qui se retrouvent là. Donc, en fait, ces poissons plats sont particulièrement exposés aux contaminants qui sont dans le sédiment. Voilà. Non, rien de plus. C'est simplement pour les effets, comment on étudie l'impact des polluants éternels. Alors sur les PFAS, c'est encore assez récent, mais pour les polluants persistants comme les PCB, on a quand même on connaît un peu les effets biologiques. Hein. Donc comme le disait Aurel, nous on va vraiment regarder du gène à l'écosystème. Donc on va regarder à toutes les échelles. Du gène, de la cellule, du tissu, de l'organe, de l'organisme et des populations animales. Donc c'est comme ça qu'on va étudier l'impact des polluants. Alors on commence un peu à travailler sur les PFAS, mais en tout cas on va reproduire en fait les mêmes stratégies pour tous les polluants qui sont dits émergents. Et du coup, j'en reviens aussi à la notion d'exposome. Donc, on mentionnait au début, c'était de considérer l'ensemble des polluants. Donc là, on parle des PFAS, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tous les autres polluants qui vont se rajouter dessus. Et ça, depuis la formation des gamètes à la fécondation, la formation d'un embryon, d'une larve. Donc, il ne faut pas... Voilà, nous, on va s'intéresser aux effets, mais pas à un moment donné. On va vraiment essayer de considérer toute la durée de vie d'un organisme et même les effets différés aux générations futures. C'est pas parce qu'un organisme, une huître, un poisson va être exposé à un polluant et que ce polluant disparaît, les effets peuvent persister parce que les polluants et les effets qu'ils ont produits vont être transmis à la descendance. Donc voilà, on est sur différentes échelles de taille, du gène à l'organisme, mais aussi une différente échelle de temps, donc sur toute la durée de vie, et on essaie de voir aussi ce qu'on appelle les effets cocktails. C'est-à-dire c'est pas très pertinent d'étudier un polluant et un seul polluant. Il faut vraiment voir ça dans la totalité du mix auquel on est exposé, auquel les organismes sont exposés. Dans l'idée là, que ça se transmet du coup à la descendance, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de disparition en fait, des polluants, même s'il y a un renouvellement des espèces, ce genre de choses, elles restent en fait que ce soit animal ou végétal. Hein, et donc ça veut dire que pour nous, c'est pareil. Alors, j'ai pas d'exemple en tête précis, mais en tout cas, on peut imaginer que certains polluants... Alors, soit on transmet les effets, c'est-à-dire que s'il y a eu des effets au niveau génétique, les mutations génétiques et les altérations de l'ADN vont être transmis par les gamètes, par les ovules ou par les spermatozoïdes. Mais en particulier les ovules, comme les ovules sont chargés de réserves de cytoplasme, d'énergie, on peut avoir des polluants qui vont rester dans les ovules, et au moment du développement embryonnaire, on a l'effet toxique qui se produit, sans que l'embryon lui-même ait été exposé, mais parce que l'ovule a lui été chargé de polluants. Et donc on a l'effet. Et puis après, encore pour revenir aux générations sans le côté biologique, mais un polluant qu'on arrêterait de produire, s'il a été accumulé dans les sédiments ou dans le vivant, si vous avez un poisson contaminé qui meurt, qui finit au fond de l'océan, il va venir, entre guillemets, ensemencer le sédiment par ces polluants. Et les bactéries qui vivent dans cet environnement vont continuer de faire circuler ce polluant, vont peut-être même le transformer, le rendre même plus toxique. Et donc ce polluant va rester dans l'environnement. Donc on a les bactéries, le phytoplancton, les crevettes qui vont continuer à être exposées, même si on a supprimé la source. Donc c'est très difficile avec peut-être... Ouais, justement sur cet aspect de...
cet aspect de... En fait, là, j'ai l'impression que ta question a rejoint l'aspect de persistance. Les polluants, c'est pas parce que ça y est, ils nous ont fait un effet que ça y est, il n'y a plus d'exposition. Ils sont là. Ils sont là jusqu'à ce qu'on appelle, qu'ils soient minéralisés, qu'ils redeviennent carbone, qu'ils redeviennent azote, qu'ils deviennent phosphore tout seul. Mais ça arrive extrêmement rarement. Donc parfois, on n'a plus ce qu'on appelle la molécule par an, mais elle a perdu juste un atome, elle reste dans l'environnement. Donc on peut être exposé sur... voilà, il y a des polluants, ça fait des siècles... les PCB, ils sont là depuis un siècle et on ne va pas s'en débarrasser tout de suite. Et sur la chlordécone, voilà, les contaminants, ils sont là. Il faut se dire qu'ils sont là pendant un moment. Et qu'on n'a pas, et le 2 millions d'années, on l'a pas, mais c'est très long avant d'avoir le contaminant, c'est surtout les molécules qu'on synthétise maintenant, qui sont des molécules complexes, qu'elles reviennent, carbone, azote, qu'elles reprennent leur place dans le cycle des éléments naturels. Donc ils seront là. Et je reprends parce que ces deux notions, c'est l'exposition qu'on a, elle va être sur longtemps. Et un organisme qui peut être, ça c'est des études qu'on fait en laboratoire, qui va être exposé à ces substances-là, après ses descendances, elles vont pas l'avoir vu. Ça, on peut le caler en laboratoire. Et bien, c'est ça qu'elles vont potentiellement avoir des effets de l'exposition des parents. Dans le milieu, ils seront exposés. Mais même si on arrive à tous les enlever, on serait pas retourné à un niveau de base avant pollution, quoi. Et les capacités à s'adapter. C'est une question de temps. Alors, il y a une capacité à s'adapter, je te passerai la parole, mais là, il y a une question de temps, et c'est surtout que je pense, moi, qu'on n'a pas... cette capacité d'adaptation, elle n'est pas à un coût zéro, et que ce coût-là d'adaptation, on n'est pas capable on ne sait pas très bien le mesurer. Un organisme, il va accumuler des contaminants, une moule. Elle va devoir... Elle n'avait pas prévu les contaminants, donc elle va devoir s'adapter. Et ça veut dire que son énergie, elle ne va pas le mettre à autre chose. S'il n'y en a pas beaucoup, elle va savoir le faire. S'il y en a beaucoup, ça veut dire que c'est au détriment d'autres activités qu'elle va devoir, d'autres fonctions biologiques qu'elle va devoir, qui sont nécessaires à sa vie. Oui, et pour parler d'adaptation, il faut aussi voir que chaque année, il y a des milliers de nouvelles molécules qui sont synthétisées, dont on ne connaît pas les effets. Et on ne connaît pas les effets de ces nouvelles molécules avant qu'elles soient mises sur le marché. Il n'y a pas de test avant d'avoir une suspicion. Il n'y a pas d'obligation de tester le potentiel toxique des nouvelles molécules. C'est pas très rassurant. Est-ce que du coup, à ce moment-là, il faudrait peut-être légiférer sur cette question-là? Parce qu'il y a des polluants, on n'en a pas parlé, mais les PFOS, qui ont été interdits il y a 20 ans, et qui... Mais du coup, ils sont toujours, comme vous dites depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils sont toujours là, en fait, on les interdit. Mais en fait, comment on fait, quoi? Parce que bon, on peut peut-être légiférer, on peut peut-être les interdire, mais du coup, on en a quand même besoin, puisqu'on se rend compte quand même qu'on utilise tout ça dans la vie de tous les jours, ces molécules, ces associations de molécules. Donc, comment on fait pour limiter, j'ai envie de dire? Alors, dans le cas des PFAS, on parle souvent de dizaines à centaines de milliers de molécules individuelles, donc c'est énormément. Et il doit y avoir de réglementé, interdite, on va dire, une dizaine. Donc voilà, la grande majorité n'est pas réglementée. Et ce qui s'est passé, c'est que le PFOS a été interdit en 2002, ou retiré du marché par le vendeur. Et il a été substitué par d'autres molécules très ressemblantes. Donc chimiquement, elles sont différentes, mais en termes de propriétés, elles vont avoir les mêmes propriétés. Donc pour le fabricant, c'est parfait, il va garder l'usage qu'il en avait pour son processus. Mais nous, pour la réglementation, son identification dans l'environnement, l'étude de sa toxicité, on repart de zéro. C'est une nouvelle molécule, il faut la réévaluer. Et ça, on ne peut juste pas fonctionner comme ça en substituant un par un les molécules. Il y a énormément d'exemples de substitutions regrettables qui ont été faites. Et pour éviter ça, les pays d'Europe du Nord, et la France a rejoint l'initiative, soutiennent une interdiction par classe. C'est-à-dire que toute molécule qui répondrait à la définition d'un PFAS, celle que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire une molécule qui contient un carbone relié à 2 ou 3 atomes de fluor, toute molécule qui contiendrait ça serait interdite, point.
Et ça, les industriels, ils sont vachement embêtés parce que la stratégie de substitution ne fonctionne plus. Et alors, il y aurait des exemptions. Ça serait pour des usages considérés comme essentiels. Et donc, le problème se reporte à qu'est-ce qu'on définit être un usage essentiel. Est-ce que tout le monde va vouloir que son usage soit essentiel? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des PFAS dans du mascara parce qu'on a besoin qu'il soit waterproof pendant 48 heures? Pour moi, c'est pas essentiel. Pour le vendeur de mascara, je pense que c'est super essentiel. Voilà. Et donc la définition se déplace vers un autre problème. Mais on avance et on a quand même on essaye de s'armer. Enfin, les États, la société essaie de s'armer d'outils réglementaires qu'on n'avait pas imaginés il y a quelques dizaines d'années et que maintenant on va avoir. Et peut-être pour nuancer le fait qu'on puisse mettre des molécules sur le marché sans les avoir testées, la réglementation européenne qui s'appelle REACH et qui est mise en force par l'Agence européenne des produits chimiques, elle demande qu'ils soient testés. Mais les tests sont à la charge du vendeur de la molécule. Donc le vendeur de la molécule fait des tests très standardisés, sous-traite généralement, s'auto-certifie quelque part safe et met la molécule sur le marché. Donc finalement... Pardon ? L'exemple des crèmes anti-UV, oui. Tous les labels sont détenus par des marques. Exactement. Et finalement, il y a beaucoup d'exemples de molécules contemporaines qui sont nocives et qui sont quand même passées par le filtre de cette réglementation. Donc on est meilleur qu'on ne l'a été, on n'est pas parfait. Oui. Et il y a quand même quelque chose que je vois, il y a la question de la légifération, justement, mais bon, on a quand même à détourner, j'ai l'impression, la solution, mais j'imagine que la sensibilisation, en venant du bas, en venant de la société civile qui, j'imagine, essaie de changer aussi ses habitudes, parce qu'on parle, voilà, tu parlais du fait de, est-ce que c'est essentiel? Finalement, se poser la question de, quelle crème solaire j'utilise, est-ce que je ne peux pas faire attention, ou peut-être juste pas m'exposer entre midi et 17h, voilà, peut-être me protéger autrement, utiliser peut-être trouver des alternatives qui ne sont pas, et qui sont finalement pas si essentielles que si j'ai pas envie de m'exposer, vaut mieux pas s'exposer, c'est plutôt la meilleure solution pour éviter de brûler la peau, j'imagine, plutôt que de polluer les océans. Il y a des choses qui, peut-être justement sensibilisées à ce niveau-là, j'ai l'impression que c'est une des solutions aussi. Oui, il y a des initiatives citoyennes qui émergent. Et paradoxalement, c'est des endroits souvent les plus pollués. Je pense au sud de Lyon, il y a le couloir de la chimie, où il y a 2 usines, Daikin et Arkema, Ouais. Ah oui, il faut aller voir, c'est très industriel. Et c'est des usines qui ont pollué le Rhône en PFAS pendant très longtemps, et pas que le Rhône, puisque si on a un potager ou des poules dans son potager, on ne peut pas consommer les œufs de son jardin, de ses poules, on ne peut pas manger les choux de son jardin au potager. Voilà, donc là, autour de Lyon, il y a un vrai problème sanitaire lié à ces polluants. Et les riverains, les citoyens s'emparent du problème et vraiment remontent ses préoccupations, et la mairie de Lyon, il se trouve qu'elle a une couleur politique qui lui est plutôt favorable à ces questions-là, mais la mairie de Lyon prend ça à bras-le-corps, et ça c'est formidable. On a la même chose, l'Institut éco-citoyen à Fos-sur-Mer, donc là on est dans le delta du Rhône, des raffineries de pétrole, beaucoup de pétrochimie, on a aussi ça. Et je disais pas plus tard que ce matin dans les actualités que autour de La Rochelle, il y a des problèmes d'exposition aux pesticides, et que les citoyens, à nouveau, s'en emparaient et essayaient d'agir. Alors, avec quels moyens? Ils sont un peu limités face à des industries surpuissantes ou des pratiques agricoles surpuissantes, mais les citoyens, et c'est seulement parce que les citoyens, nous tous, on est au courant de l'existence du problème, que nous tous, dans nos sangs, on a du PFOS et du PFOA, on a des PFAS, que si maintenant je mange 1 gramme de PFOA, il me faudra plus de 2 ans pour que j'en ai plus que 0,5 grammes. Donc le temps d'élimination de ces molécules-là est extrêmement long. Moi, ça me plaît pas. Je n'ai pas envie d'avoir ces molécules-là dans mon sang. Et donc, on peut espérer que tout à chacun, on pousse pour ne plus acheter les produits quand on peut, ou rejoindre des initiatives pour faire en sorte que ça change. Et en tant que scientifique, votre positionnement, vous, à l'Institut l'Ifremer, est-ce qu'il y a
des démarches en fait en ce sens-là auprès des décideurs, ce genre de choses? Ou c'est vous analysez, vous diffusez, enfin vous analysez, caractérisez, diffusez, mais en fait finalement il n'y a pas de lobbyisme en fait. Je ne sais pas, je me pose la question en tant que scientifique. Non. Je crois qu'on doit être super factuel en tant que chercheur, on doit fournir des résultats robustes, valides, mais on doit aussi les appuyer parce que, et ça c'est ma conviction personnelle, c'est que les spécialistes doivent de plus en plus se justifier d'être des experts et de dire les choses qui sont celles qu'ils observent. Le principe de Brandolini dit que l'énergie à fournir pour prouver une fausse information est un ordre de grandeur supérieur à l'énergie nécessaire pour émettre la fausse information. Et les journalistes et les scientifiques aussi doivent finalement déployer des efforts colossaux pour prouver. Mais non, vous voyez bien que la Terre est ronde. Vous voyez bien que la température augmente. Les données sont là. Et maintenant, on est un peu contraint de le faire savoir et de le rappeler que vous voyez bien que nous sommes tous contaminés au PFAS, vous voyez bien que nous observons des effets et qu'il est temps de faire. Donc l'Institut ne se positionne pas. Après, je pense que chaque chercheur, même avec son étiquette Ifremer, a le droit de prendre la parole et d'exprimer ses connaissances et son avis sur ses connaissances. J'ai l'impression qu'on est, effectivement, on va pouvoir observer des choses, c'est ça. Parfois, on a du mal à faire les liens. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un vrai challenge, hein, c'est notre travail, quoi. Après, sur ce qui est les solutions à mettre en place, c'est pas évident, en fait, et c'est pas forcément notre cœur de métier non plus. Je prends par exemple là sur la DCSMM, c'est une directive européenne qui s'est mise en place. Donc nous, scientifiques, on était sur l'évaluation de l'état écologique. Ensuite, il y a une autre étape qui est les objectifs environnementaux et les mesures à mettre en place. Ça, c'est plus notre travail, c'est le travail des DIRM, d'acteurs locaux qui vont savoir. Et par exemple, une des mesures qu'ils ont mis en place, c'est motiver, ou en tout cas se donner un objectif d'augmenter le nombre de cales de traitement des eaux usées dans les ports. Parce que du coup, dans les ports, on peut avoir beaucoup de dépôts de peinture, de choses comme ça. Et donc, en fait, il faut traiter ces eaux-là. Et donc, ils se sont donnés comme objectif d'augmenter ce nombre de cales-là. Mais moi concrètement, j'aurais jamais eu Enfin, c'est pas mon travail, en fait, de savoir ça. Donc, c'est un exemple, mais souvent, c'est pas nous on ne détient pas cette connaissance-là, quoi. Mais on observe, on peut identifier le problème. Après, pour être un peu critique, on pourrait compter, on ne pourrait même pas compter tellement il y en aurait, le nombre de rapports qui nous est demandé et qui sont fournis avec un appui scientifique, avec des résultats étayés et qui sont ignorés par la suite. Donc, quelle que soit la couleur politique de l'institution qui la demande, hein, mais que ce soit sur les pesticides, sur certains produits cosmétiques, etc., on nous demande un avis, on fait notre travail de scientifique, c'est-à-dire qu'on fait des expériences, on prouve, on confirme ou on infirme les effets potentiellement biologiques, potentiellement toxiques, on fournit ces résultats. Après, comme disait Aurel, c'est plus de notre ressort. On a fait notre travail, on prouve ou pas qu'il y a des effets. Après, pour la mise en application des politiques publiques, voilà, on a fait notre travail. Vous avez étudié, vous avez fait des rapports. On n'a pas le pouvoir d'influer, voilà, au-delà de nos compétences. Merci pour toutes ces réponses. Oui. Oui, je vais peut-être finir sur une note un peu positive. On ne vous a pas donné de solution sur comment est-ce qu'on doit éliminer, enfin comment est-ce qu'on peut éliminer cette pollution. J'ai pas l'impression que, de ce qu'on a compris, c'est que ça va être compliqué, mais déjà, je pense que tout le travail qui est fait à l'Ifremer a déjà des effets positifs et permettent quand même même si on aimerait que ce soit plus rapide, de faire changer les choses. Et on voit bien quand même qu'il y a une démarche dans la société civile, on le voit bien, notamment sur la question du PFAS et sur d'autres choses. On n'a pas parlé de toutes les pollutions aujourd'hui, il y en a tellement, et vous voyez bien notre expérience derrière.
Mais en tout cas, enfin, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Est-ce que vous avez des questions? Parce que si vous avez des questions, c'est l'occasion de les poser. On a un micro, on peut vous donner. Ah, est-ce qu'on peut juste prendre un micro derrière? On va poser la question, on va peut-être... Juste un point, ton micro il ne marche pas. Oui, je sais. Quand je monte le son pour la conclusion. Oui, je vais prendre le micro. Je comprends pas pourquoi il marche pas, mais il fonctionne. Je sais pas, il est juste à côté de ma bouche, donc je vois pas comment ça peut pas marcher. C'est pas très pratique cette histoire. Oui, je vous laisse répéter la question. Bon, moi je vous remercie. J'avais une question très basique sur les coopérations européennes et internationales. Je sais qu'Ifremer est très actif dans des projets européens et internationaux. Donnez-nous un petit peu, s'il vous plaît, une dimension européenne et internationale pour vous expliquer notamment quels sont les pays ou les instituts de recherche qui sont les plus actifs dans les domaines que vous avez développés. Merci. Merci pour votre question. Alors, je répète la question. La question, c'est de savoir, de préciser les coopérations internationales qu'on peut avoir sur ces thématiques-là. Et elle est extrêmement importante dans le monde de la pollution, puisque les polluants n'ont pas de frontières. Et donc, si on s'arrête à ce qui se passe en France, on va vite fait trouver nos limites, alors qu'on reçoit des pollutions de pays voisins, de pays distants, et on en envoie ailleurs. Donc c'est indispensable de coopérer. Alors, le cadre le plus, on ne va pas dire facile, parce que rien n'est facile dans l'obtention de financement, dans la recherche, mais le cadre le plus propice pour collaborer, c'est l'Union européenne. Et l'Union européenne, elle a des programmes de recherche qui sont dotés de plusieurs millions d'euros. Je dirais même, on ne doit pas être loin de... On doit être supérieur au milliard. Parce qu'il y a tellement, un projet peut être de plusieurs millions d'euros, mais il y a tellement de projets qu'on doit pas loin du milliard. Et donc au sein de l'Union européenne, on a plus facilement des collaborations. Il y a des pays associés aussi à l'Union européenne, souvent géographiquement d'ailleurs, qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais proches, avec lesquels on peut travailler et faire des projets. Alors sur les questions de pollution, les pays qui sont clairement plus avancés, ça va être l'Europe du Nord, la Scandinavie, la Suisse est aussi très bien avancée. Les États-Unis, on ne collabore pas beaucoup parce que, voilà, hors Union européenne, c'est pas facile. Personne ne travaille sans financement et finalement, si on arrive à avoir des financements communs, c'est parce qu'on a ce cadre commun, l'Union européenne. Mais Canada et États-Unis sont très bons sur les sciences de la pollution et malheureusement, il y a peut-être un gradient nord-sud d'expérience, en tout cas, sur ces questions-là. Si je peux aussi mentionner, au-delà de l'Union européenne, on vient tout juste de finir cette semaine une école d'été, donc où on a invité des chercheurs, des directeurs de labos de pays dits en voie de développement. Donc c'est une initiative financée par l'Agence française pour le développement. Donc on avait des chercheurs d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, où les législations sont en train de se mettre en place, ou alors il n'y a pas de législation, il n'y a pas de suivi de la qualité environnementale. Et donc en fait, on a eu 2 semaines d'interaction et de formation donc de l'Ifremer vers ces gens-là, pour les sensibiliser aux besoins de suivi des pollutions, pour les aider à mettre en place des programmes de suivi et de surveillance, et aussi de voir comment on pouvait collaborer avec ces pays, émergents où le problème se pose déjà et se posera d'autant plus que il ne faudrait pas que les contraintes environnementales auxquelles on fait face et qu'eux devront aussi affronter bloquent leur développement. Donc voilà, il n'y a pas que l'Europe, comme disait Yann, il n'y a pas de frontières aux polluants. Donc on a été pendant longtemps des pays émetteurs de pollution. Donc il y a des problèmes qui émergent dans ces pays-là, mais il ne faut pas oublier les autres pays qui sont dits en développement, mais qui ne demandent qu'à se développer. Et donc avec la pollution qui ira avec. Si on doit répéter la question, peut-être que si vous la posez assez fort, on peut la répéter. Est-ce
protocole de Montréal sur les CFC là, et c'est pour toi, ça. en lien avec la couche d'ozone est un exemple de réussite positive sur des accords mondiaux et une volonté politique de réduire la pollution. Oui, alors la question porte sur le protocole de Montréal et l'interdiction des CFC. Est-ce que c'est un bon exemple d'accord international? Moi, je crois que oui. Il y en a plusieurs, des conventions de ce type-là. Les CFC, bon, gaz à effet de serre, qui vont aussi affecter la couche d'ozone. Donc, et en fait, c'est un succès, puisque le trou de la couche d'ozone est progressivement en train de se résorber. Donc, formidable. Quand on avance tous ensemble et on arrive à réparer certaines de nos bêtises. On a la Convention de Stockholm. La Convention de Stockholm, elle a visé en 2001, si je ne dis pas de bêtises, à interdire les polluants persistants. Donc on avait, à la fin du XXe siècle, la connaissance de l'existence de plusieurs polluants persistants. Les premiers s'appelaient les 12 vilains. C'est la version française des 12 qui ont été interdits au départ. Donc c'est des pesticides, les PCB, et plusieurs produits et composés industriels, certaines dioxines. Et donc il y a eu un accord international sous forme de convention visant à interdire leur production et leur rejet, et donc leur rejet subséquent dans l'environnement. Donc le robinet a été fermé ce jour-là, mais on parle de polluants persistants, donc les effets là vont mettre beaucoup plus de temps à s'observer. Et on espère qu'on va voir la même chose sur la famille des PFAS, avec une convention internationale qui va également, alors, si elle n'est pas internationale, qu'elle commence au moins à l'échelle de l'Union européenne, interdire la plupart des usages non essentiels de ces molécules-là, et qu'on va pouvoir nous observer dans l'environnement une réponse des milieux. Ce que je n'ai pas dit, c'est que avec cette surveillance des polluants que nous menons dans les moules et les huîtres de nos côtes françaises, on peut aussi remonter dans le temps. Tous les ans, on stocke une partie de l'échantillon, bien dans de bonnes conditions, et puis on peut revenir ultérieurement donc pour faire une analyse rétrospective de la contamination. Alors mes collègues l'ont fait il y a quelques années sur les PFAS, et on a pu remonter comme ça à 1980, de 1980 jusqu'à maintenant, et on voit un effet, donc des niveaux élevés. 2002, la fin de la commercialisation du PFOS, ça équivaut à une interdiction parce que c'est l'unique producteur qui l'a cessé, sachant que le couperet était en train de tomber. Et ensuite, de façon quasiment symétrique, dans les moules et les huîtres, là on est dans le cas de la baie de Seine, mais de façon symétrique et simultanée, les concentrations décroissent dans les tissus jusqu'à atteindre des niveaux de base. C'est pas zéro, on n'aura jamais zéro, mais en fait on a une réaction rapide du milieu. Heureusement, en fait, c'est des polluants persistants, ils sont toujours là, ils vont juste plus loin. Mais en tout cas, et ça c'est un message pour moi un petit peu d'espoir, c'est que si demain on ferme le robinet de cette famille de contaminants, non pas que chez nous, mais aussi le plus internationalement possible, alors les concentrations vont nécessairement décroître, et à mesure qu'elles décroissent, elles vont passer sous des seuils de toxicité. Donc on va protéger les organismes. Merci. Ah, si. Allez-y, poussez la voix. Forcément sur le fond, mais vous parliez à la fin de ce désarroi aussi des scientifiques, vous avez l'impression de ne pas forcément être écouté, et ça ne se traduit pas forcément dans les prises de décisions politiques au niveau des pouvoirs publics. Quelle est la dynamique chez les scientifiques? Est-ce que ça a un impact aussi sur votre travail et sur le rapport à votre travail, et surtout aussi au niveau économique? Est-ce que vous sentez aussi une dynamique plutôt descendante ou ascendante en termes de financement de tous ces projets? Il y a aussi, je pense, aussi une partie du lobbyisme qui est fait pour essayer de fausser ou amener un courant à toutes ces recherches qui sont censées normalement être importantes et écoutées. Tu peux commencer, j'ai réfléchi. Ok, alors je commence. Donc la question porte sur finalement l'espoir qu'il faut conserver quand on voit que nous autres scientifiques, on n'a pas nécessairement une oreille attentive, et que ce qu'on propose n'est pas nécessairement mis en œuvre, et finalement est-ce qu'on garde espoir, et est-ce que ça a une dynamique ou un effet sur le financement de la recherche? C'est
C'est pas évident, parce que quand on regarde dans le rétro et qu'on voit les erreurs du passé, et on voit qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Alors le parallèle que je peux faire, c'est les polychlorobiphényles, les PCB, ceux qui ont justement été interdits, ils faisaient partie des 12 vilains, ils ont été interdits en 2001 dans la Convention de Stockholm, et leur histoire, elle est équivalente à celle des PFAS 50 ans avant, 40-50 ans avant. Donc, ça veut dire que on a réussi à répéter les erreurs alors qu'on avait le savoir, la connaissance d'une famille de polluants. Donc les PCB, ils ont été produits à partir de la fin des années 20, de façon industrielle dans les années 30-40. Dès les années 30-40, Monsanto, qui était l'usine, enfin le fabricant de ces composés, savait en interne que les molécules étaient toxiques. C'est des infos qui sont restées en interne. Il a fallu attendre 1966 pour que le chimiste suédois Janssen les découvre dans l'environnement. Et après, ça s'est accéléré. 1976, ils sont interdits. 1987, un petit retard à l'allumage en France, on les interdit. Et pourtant, toujours maintenant, c'est les polluants qui ont les niveaux les plus élevés dans les tissus des organismes qu'on analyse. Ils ont été responsables de la fermeture des pêches en baie de Seine pendant plus d'une dizaine d'années parce que les niveaux accumulés dans la sardine étaient trop élevés. Et finalement, cette frise chronologique, c'est la même pour les PFAS, avec 30 ans, 40 ans de décalage. Des informations connues de toxicité, de persistance, de transport longue distance uniquement de 3M et Dupont, les grandes industries qui les ont fabriquées. Et il a fallu qu'un chimiste de 3M craque et révèle tout à l'agence américaine de l'environnement, l'US EPA, en 1998-19, pour que le gestionnaire, les scientifiques ne savaient pas, le gestionnaire ait connaissance de cette famille de molécules, les scientifiques les découvrent en même temps. Les analyses dans des échantillons, des ours polaires, des baleines, des dauphins, des albatros de partout dans le monde, il y en a partout, tous les échantillons sont contaminés, mince, qu'est-ce qu'on a fait? Et ces deux histoires, elles sont absolument symétriques à 30 ans d'écart. Donc on a répété les mêmes erreurs. Mais il faut garder espoir, et je crois qu'il y a vraiment un changement de paradigme sur notre approche globale de la contamination chimique. Ce qui est en train de se passer avec la possibilité d'une interdiction par classe de tous les PFAS, c'est quelque chose d'unique. On a toujours travaillé molécule par molécule, on évaluait une molécule, on estimait si elle était saine, pas saine, nocive, pas nocive plutôt, et on l'interdisait ou non. Là maintenant, on va pouvoir, sans même avoir testé une molécule, elle est peut-être même inconnue, on va pouvoir l'interdire par avance parce qu'on sait que toutes les molécules qui appartiennent à cette famille, on n'en veut pas, elles sont nocives. Et ça, c'est un changement de paradigme. Donc il faut... Moi, je garde espoir. Et puis ça me donne un métier, donc je poursuis. Il y avait une partie de la question, ce qui était sur le financement, au final, face au lobby. C'est clair qu'on a plutôt tendance à consommer des ressources économiques qu'en produire, alors qu'au contraire des grandes industries qui ont justement le pouvoir de faire pression, en partie en finançant certaines recherches à leur avantage. Après, on a notre éthique pour nous. Donc effectivement, il y a un problème de financement. On aurait besoin de beaucoup plus de financement. Les financements de la recherche baissent en France et ailleurs, hein, peut-être plus en France qu'ailleurs d'ailleurs. Et en tout cas, dans nos projets de recherche, il y a toujours un volet diffusion des résultats et communication auprès du grand public. Et des politiques publiques aussi. Donc après, il faut être prêt à entendre les résultats et à les accepter et prendre des décisions qui vont avec, que ce soit au niveau individuel ou au niveau public. C'est vrai qu'à ce sujet, je crois qu'enfin, il y en a toujours eu, mais quand même de plus en plus, les scientifiques sortent de leur labo, ils déposent leur blouse blanche et ils vont parler aux gens. Et ça, ouf, heureusement. Sur la question des PFAS, on a des collègues de Bordeaux qui sont éminemment, qui sont très très forts sur le sujet, qui ont intervenu. Alors il en a assez parce qu'il est sollicité énormément, mais il est intervenu sur plusieurs radios, plusieurs médias, et la parole scientifique qu'on avait peut-être tendance à pas vouloir sortir de nos labos, on le fait. Voilà, nous sommes ici. Plus tôt dans la semaine, je vais donner un exposé à
pour les 80 ans de Presse Océan. Lundi prochain, je vais parler à la rédaction d'M6 du problème des PFAS, essayer que ce savoir soit le plus partagé possible, et donc on ait encore moins le droit de l'ignorer, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ah, si, il y avait une autre question. J'avais vu tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre exposé, c'était super intéressant. Je vais poser la question dans les enjeux un peu de réchauffement climatique, et notamment lié au sujet des océans. Est-ce que le réchauffement climatique, donc le réchauffement de l'eau, des océans, influe sur les molécules qu'on a foutues sous l'eau, et est-ce que, avec les enjeux d'accès à l'eau et notamment les usines dessalement d'eau de mer avec l'osmose inverse, est-ce que la condensation potentiellement de sel à terme soumise par terme dans les océans et la concentration, la montée en température des eaux vont influer sur tous les organismes moléculaires polluants déjà existants sur la faune et sur la... Alors moi, je vais prendre l'exemple de ce qui me concerne. Pardon. Ah oui, la question, donc c'était l'impact du réchauffement climatique en particulier sur la disponibilité ou l'action des polluants en général et les nouvelles pratiques en particulier donc d'accès à l'eau, dessalement, etc. Donc en ce qui me concerne, donc la partie plus biologique que chimie. Effectivement, la température va avoir un effet. Bon, c'est de la chimie. Hein, quand vous changez la température d'une réaction, vous changez les produits et la vitesse d'apparition, par exemple. En termes de biologie, ça peut changer, par exemple, la capacité à un polluant à pénétrer dans les membranes et dans les cellules. Ça peut également favoriser l'apparition de bactéries qui vont être capables de le dégrader ou de le transformer. Pour l'accès à l'eau, par exemple, alors on a un peu évoqué le microbiome au début. Pour l'accès à l'eau, effectivement, si vous avez de l'eau plus salée, il y a des études qui ont été menées chez l'homme, en tout cas, le fait de boire de l'eau plus salée va changer le microbiote intestinal et donc la santé des êtres humains. On peut imaginer qu'évidemment ça va être la même pour n'importe quelle espèce animale. Si vous changez les processus biologiques à cause du réchauffement climatique, donc tout le lien biologie-polluant va être modifié. Donc on va avoir des polluants qui vont être plus disponibles, plus transportables, plus activés, enfin bioactivés. Donc on peut voir ce problème dans ce sens-là. Après, d'un point de vue plus chimie, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. On l'étudie en ce moment, on n'a pas encore de réponse, c'est un projet en cours, c'est dommage, j'ai pas regardé les données, elles sont sur un fichier Excel dans mon labo. En fait, on étudie en ce moment l'effet qu'aurait l'exposition conjointe à des contaminants et l'augmentation de température sur des larves de bar. Des petites larves de bar, on a fait ça avec les collègues brestois, et donc bon, exposées à une température plus élevée, elles grandissent plus vite, ça c'est vrai. Donc là, le lien, alors je ne suis pas spécialiste écologue, mais la température plus élevée fait des croissances plus rapides, et on peut donc se retrouver avec il faut voir que les poissons, un bar, il va émettre ses œufs au large, qui vont dériver et qui vont s'installer dans un estuaire à une certaine salinité, à un certain endroit de l'estuaire. Si les œufs arrivent trop tôt ou que les larves grandissent plus vite, ils ne vont pas forcément être exposés au moment où ils auraient dû être à un environnement donné. Donc on va décaler les cycles biologiques de façon encore pas très bien connue, vraiment. Voilà, sur les aspects de biologie, moi je ne peux pas trop intervenir plus. Par contre, sur la chimie, on a aussi l'acidification des océans, donc les deux sont joints. Alors, les molécules peuvent avoir des comportements différents selon le pH, mais ça reste anecdotique, dans le sens où la chute de pH, elle est assez faible. L'acidification des océans, c'est un vrai problème, notamment pour les animaux calcifiants, parce qu'ils ont besoin de fabriquer une coquille, et le pH va avoir une forte influence sur la fabrication de ce calcaire.
Mais sur la disponibilité de la molécule, à mon sens, c'est assez minime comme effet. Merci. On va peut-être, si ça c'est une question, mais on va peut-être conclure. Ah, on m'entend pas. Donc, est-ce que je pourrais avoir... Merci. On m'entend pas sur la vidéo. Là, c'est mieux. Ah, super. Donc, je vais conclure. Merci beaucoup à vous, vous trois, même si Agourel nous a quittés pendant cette... nous devait nous quitter. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions et pour cet échange. Et puis... voilà, malheureusement on n'a pas pu, voilà, c'est pas une diffusion en direct, on aurait pu avoir des questions autres, mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu de la technologie. Voilà, donc merci et j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment avec nous. Et puis, si vous ne nous connaissez pas, en fait on fait d'autres émissions comme ça sur Internet quand ça fonctionne. On diffuse en direct sur Twitch. Et du coup, demain on essaiera de faire un live en direct du Village des Sciences d'Angers. Donc si vous ne connaissez pas le Village des Sciences d'Angers, vous pouvez nous suivre. On ira voir les stands. Et puis sinon, on continue. On a toute une programmation. On a environ 2 à 3 émissions par mois avec des chercheurs, avec des médiateurs scientifiques. Et on va aussi dans les laboratoires, sur des lieux de culture scientifique. Et on fait ça en direct. Donc si vous avez l'occasion de passer, venez nous voir. On s'appelle Écosciences Pays de la Loire. Voilà, je vous remercie. Merci à tous. Et puis pour les gens qui nous regarderont en replay, ce soir notamment, je pense, on se voit pour une prochaine émission.